Bienvenue dans le Café des Voyageurs, un podcast d'Atalante. Du sommet du Kilimandjaro au cœur du Sahara, d'un bivouac dans la jungle à la rencontre avec les Mongols, un voyage est avant tout une expérience. Le Café des Voyageurs, un voyage sonore et une immersion aux confins de la nature et des peuples. Atalante, le spécialiste du voyage à pied en petits groupes. Bienvenue dans la deuxième saison du Café des Voyageurs, le podcast d'aventure signé Atalante. Cette année, nous partons sur un nouveau continent, direction l'Afrique, terre de contraste, de culture millénaire et de paysages puissants. Pour ce premier épisode, cap sur le Maroc. Des cimes enneigées de l'Atlas aux dunes dorées du Sahara, des médinas vibrantes aux oasis silencieuses, ce pays offre une immersion unique au cœur de l'histoire, de la nature et de l'hospitalité berbère. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter dans un voyage sensoriel au Maroc. Accompagné de Raphaël, créatrice de voyages de la destination, Mohamed, guide local, Foutrack, créatrice de contenu, Zina, franco-marocaine, manager général d'Intrépide et Nassima, anthropologue. Nous accueillons Raphaël, une collaboratrice d'Atalante. Raphaël, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Bonjour Pénélope, moi c'est Raphaël, je suis créatrice de voyages chez Atalante et je m'occupe de la zone Sahara, Maroc et Moyen-Orient. Comment construit-on un voyage au Maroc qui respecte l'esprit Atalante ? Alors construire un trek au Maroc qui respecte l'esprit Atalante, ça se limite pas simplement à tracer un itinéraire sur une carte. En fait, on part toujours des rencontres et de l'authenticité, donc on choisit les villages, les familles, les équipes locales avec lesquelles on collabore, et ensuite on crée des étapes qui permettent aux voyageurs de découvrir la vraie vie marocaine. Et ensuite, il y a l'aventure, donc on cherche des paysages variés, des paysages qui surprennent, des coins un peu secrets, et tout ça en restant vraiment réaliste et surtout sécurisé. Et bien sûr, on laisse aussi une petite place à l'imprévu quand même, aux moments partagés avec les locaux et aux discussions autour d'un thé ou d'un feu de camp. Et quel est le rôle des équipes locales ? Alors les équipes locales, donc que ce soit les guides, les muletiers et les cuisiniers, elles jouent vraiment un rôle central dans la réussite d'un voyage. D'abord, elles s'occupent de toute la préparation en amont du circuit, donc avant l'arrivée des clients, pour que les voyageurs soient vraiment accueillis de la meilleure façon possible. Après, une fois sur le circuit, c'est vraiment elles qui donnent vie au voyage. Donc nos guides et nos muletiers connaissent ces lieux mieux que personne, mieux que nous tous, pour y avoir souvent grandi et du coup ils partagent leur pays à travers leurs yeux. Quel est ton rapport personnel au Maroc ? Alors le Maroc, c'est un pays auquel je suis extrêmement attachée parce que j'y ai vécu pendant 2 ans en sortie d'études. En fait, j'avais envie de faire une expérience internationale. J'étais donc à la recherche d'un VIE. J'avais pas vraiment un pays spécifique en tête dans lequel je voulais me rendre. Et en fait, j'ai eu une opportunité à Casablanca. Donc j'y suis allée sans trop savoir à quoi m'attendre parce que c'était un peu un départ sur un coup de tête. Et au final, j'y ai trouvé tout ce que je cherchais justement dans une expérience loin de chez moi. J'y ai trouvé un peuple extrêmement accueillant, des personnes qui m'ont jamais fait me sentir comme une étrangère ou comme étant de trop ou loin de chez moi. J'y ai trouvé des paysages vraiment extraordinaires parce qu'en 2 ans, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager dans le pays, pouvoir aussi comprendre un petit peu tous les rouages du pays qui est quand même assez complexe, qui a une histoire extrêmement riche, que ce soit sur des siècles de résistance aux invasions ou même sur cette pluralité culturelle entre les peuples arabes et les peuples berbères. C'est un pays qui a énormément à offrir. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a particulièrement marqué dans ce pays ? Une image pour moi qui m'a beaucoup marquée et qui m'accompagne encore aujourd'hui au quotidien, ce sont mes premiers pas dans le désert du Sahara qui ont eu lieu au Maroc, dans la région de Zagora, à côté de Mohamid. J'ai cette image qui reste vraiment gravée dans ma mémoire de cet instant où je descends du 4x4 dans lequel j'étais avec des personnes locales. Je pose mon premier pas dans le sable et je confronte pour la première fois vraiment le silence, comme je l'ai jamais connu nulle part ailleurs. Un silence profond parce qu'en fait, il n'y a pas de végétation, il n'y a même pas de bruit de fond. C'est vraiment l'immensité, à la fois le vide. Et ça a vraiment déclenché ce jour-là chez moi une espèce de passion pour le désert du Sahara. J'ai vraiment eu envie d'en apprendre plus, d'en savoir plus, de comprendre un petit peu mieux les peuples qui vivent dans ce désert. Je pense honnêtement que c'est dans le top 3 des moments qui m'ont le plus marqué en voyage. J'ai vraiment été confrontée à quelque chose que je ne connaissais pas du tout.
à quelque chose de vraiment très intense et surtout de vraiment très très beau. Il y a une ambiance qui est vraiment unique et qui est vraiment propre au désert du Sahara. Et cette sensation-là, si je pouvais la revivre 1 million de fois, j'aimerais pouvoir la connaître à nouveau parce que la première fois dans le désert, c'est vraiment très très fort et je suis trop contente de l'avoir vécu là-bas. Question importante, comment est la gastronomie marocaine ? Alors franchement, la gastronomie marocaine, c'est un voyage à elle toute seule. Ce qui me marque le plus dans la gastronomie marocaine, c'est la richesse des épices et le mélange des saveurs. Donc ils aiment bien faire du sucré-salé. Faut aimer, mais moi j'adore. Et puis il y a le mélange d'épices avec du cumin, du ras el hanout, de la cannelle. C'est toujours super riche en saveurs. Mon plat préféré à moi, c'est le tagine d'agneau avec des abricots secs et des pruneaux. Donc encore une fois, faut aimer le sucré-salé, faut aimer l'agneau. Pour moi, c'est un 10 sur 10, ça déçoit jamais. Et après, bien sûr, il y a le traditionnel couscous du vendredi, qui est toujours super savoureux et surtout super réconfortant. Et ce qui le rend aussi agréable, c'est aussi le fait qu'il soit partagé. Comment décrirais-tu le Maroc à une personne qui n'y est jamais allée ? Alors c'est vraiment pas évident de résumer le Maroc, mais si je devais citer quelques points qui, moi, me marquent beaucoup, je parlerai déjà de cette lumière qui est vraiment unique et qu'on reconnaît en fait à chaque fois qu'on arrive sur les terres marocaines. Je parlerai aussi de cette approche de l'hospitalité que je n'ai connue pour le coup vraiment que là-bas. Il y a cette effervescence des souks et des médinas, la frénésie un petit peu des grandes villes avec les taxis, cette espèce de joyeux bazar environnant mais dans lequel en fait tout fonctionne toujours bien. Il y a le chant du muezzin au lever du jour, il y a le vent marin sur les côtes. Il y a aussi cette richesse historique, cet artisanat qui est très riche. La diversité culturelle entre les Berbères et les Arabes qui se ressent vraiment dans chaque geste, dans chaque tradition, dans chaque plat. Et en fait, je résumerais le Maroc en disant que c'est un peu le pays de la spontanéité où tout semble plein de surprises. C'est un mélange de couleurs, de sons et de rencontres qui vous marquent pour longtemps. Merci Raphaël pour ton intervention. Désormais, nous recevons Mohamed et Nassima. Alors, je m'appelle Mohamed Zbaïra. Je suis avec Atalante depuis plus de 25 ans. C'est mon père qui était un des premiers guides au Maroc et qui travaillait à l'époque avec Atalante depuis les années 80. Donc, c'est un des premiers guides au Maroc. Et c'est lui qui m'a transmis, en fait, d'aimer le métier. Il m'a pas poussé, mais il m'a donné plutôt envie d'aller dans ce sens, d'accueillir les gens. J'ai fait plusieurs étapes en tant que muletier, cuisinier, aide accompagnateur un peu. Et après guide. Et voilà, je représente Atalante et j'en suis fier. Nassima Moujoud, je suis maîtresse de conférences en anthropologie. J'ai fait mes études au Maroc, à Casablanca, puis ensuite à Agadir. J'avais obtenu une maîtrise sociolinguistique sur les usages du berbère, l'amazigh, notamment dans les villes et dans la montagne, au Maroc et en migration. Et puis ensuite, j'ai fait des études de sociologie, études du genre à Paris 8, puis anthropologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Et aujourd'hui, je suis professeure à l'Université Grenoble-Alpes. Mohamed, comment décrirais-tu l'hospitalité marocaine ? La générosité marocaine est, je pense, tellement riche, tellement importante, déjà à travers le monde. Nous, au Maroc, c'est quelque chose, en fait, l'accueil et la générosité marocaine, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre. Si on l'a pas, on peut pas l'apprendre. Si on n'est pas accueillant, faire découvrir, être fier de nos traditions, de nos coutumes, de notre gastronomie, et même si elle est peut-être pas plus riche qu'en France qu'ailleurs, le fait d'aimer, de partager, même s'il y a peu, on partage. Comme dans les montagnes, on va traverser des villages, on va voir une famille. Le premier projet pour une famille marocaine, c'est la chambre des invités. Toutes les belles choses que nous avons, on les garde de côté pour les invités. Ça veut dire la richesse de recevoir les gens est beaucoup plus importante que notre confort à nous quotidien. Et pour toi, Nassima, comment se traduit la notion de partage au Maroc ? Il y a un côté hospitalité et partage. Et ce partage se traduit au moment du deuil. Quand une famille dans les quartiers populaires de Casablanca subit un deuil, elle est invitée à ne plus cuisiner. Les voisins se chargent des différentes tâches, se chargent du petit déjeuner, du repas de midi, du soir. Le jour même ou le lendemain, la plupart des voisins amènent un couscous pour tous ceux qui présentent leurs condoléances.
Cette idée d'hospitalité et de culture de partage est affichée, revendiquée, mais elle correspond aussi à quelque chose qu'elle participe peut-être à fabriquer. Le Maroc est un carrefour entre Afrique, Méditerranée et Orient. Comment cela se reflète-t-il dans la culture ? Ce qui définit un territoire, une culture, c'est le métissage. Et donc le Maroc l'assume de différentes façons. Le Maroc reconnaît, valorise l'idée que justement il s'agit d'un carrefour, il s'agit d'une pluralité de cultures, il s'agit d'une culture métissée, mélangée. C'est pas le mot métissage qui est utilisé dans les discours marocains en général, mais l'idée de carrefour est régulièrement utilisée. Il y a des formes de reconnaissance diverses, y compris officielles, de cette diversité. Je pense que ça se reflète partout, dans la langue, dans les pratiques alimentaires, dans les représentations, dans l'imaginaire. Et du coup, Mohamed, peux-tu nous parler des différentes populations du Maroc ? Alors au Maroc, la population, il y a plus de 60% de la population berbère. Et dans la langue berbère, il y a 3 dialectes différents. Il y a l'Orif, il y a Tamazirt au centre de l'Atlas, au versant sud. Et puis il y a Tashlahit qui est dans l'anti-Atlas et la côte atlantique. Les 3 dialectes, il y a 2 qui se comprennent plus ou moins, c'est Tashlahit et Tamazirt. Et l'Orif, c'est un peu différent, on ne comprend pas. Il y a vraiment 3 dialectes différents. Mais alors comment le Maroc se définit-il ? Dans la constitution marocaine, le Maroc ne se définit pas comme un pays arabe, il se définit comme un pays dont la langue officielle est l'arabe, mais qui a une autre langue qui est l'amazigh, et puis dans la religion officielle est l'islam, et qui a une autre religion qui est le judaïsme. C'est-à-dire, dans la constitution marocaine, il y a une reconnaissance de la diversité des langues et de la religion, et le roi du Maroc est représenté comme le chef des croyants, et non pas seulement des musulmans. Cette manière de faire favorise un vivre ensemble. Qu'est-ce que la notion de circulation a pu apporter au Maroc ? C'est un lieu de circulation, de passage entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. C'est de là aussi devient le thé marocain. Le thé, chai, comme on le sait, le produit historiquement indien, chinois, plutôt, c'est le passage des bateaux britanniques venant d'Inde pour aller en Grande-Bretagne qui fait que, par un hasard, un bateau qui s'écroule et qui fait découvrir à des Marocains le thé. 19e siècle, puis ensuite, ce thé se transforme, prend une couleur locale avec le thé à la menthe. Mohamed, peux-tu nous parler de la place du thé au Maroc ? Le respect du thé, c'est important. Donc il faut quelqu'un pour préparer le thé, il faut mélanger, il faut voir comment, est-ce qu'il y a des gens qui boivent du sucre ou pas. Donc c'est toute une cérémonie qui dure 30-40 minutes et parfois on fait des cours de préparation de thé. La transmission orale prend une place centrale au Maroc. Comment est-elle vécue aujourd'hui ? La transmission orale, on peut dire qu'elle perd ou qu'elle a même perdu de sa pertinence. Moi, je me rappelle d'entretiens avec des personnes âgées du Atlas qui disaient que quand ils étaient jeunes ou enfants, il y avait des danses collectives, des chants tous les jours, que la plupart des villageoises savaient utiliser des instruments de musique. Ces activités culturelles, artistiques étaient importantes alors que les gens souffraient parfois de précarité ou voire de famine, selon les dires de ces personnes âgées. Et ils disent que, alors qu'aujourd'hui la population ne souffre pas de famine, il n'y a plus dans ces mêmes villages de festivités, de chants collectifs ou d'individus qui maîtrisent des instruments comme avant. La transmission orale a perdu du terrain puisque l'urbanisation, la médiatisation, l'introduction de la télévision, Internet maintenant, ce ne sont pas les mêmes processus qu'au début du XXe siècle par exemple. Mais malgré tout, il existe des formes de transmission. C'est ce qui fait aussi que des chants populaires, effectivement des proverbes ou des contes peuvent ou continuent à circuler de manière familiale par la transmission au sein de la famille. Certains circuits médiatiques, y compris la télévision, qui valorisent des cultures ou des chants marocains qui n'étaient pas forcément valorisés jusqu'à récemment parce qu'ils étaient supposés être traditionnels ou folkloriques et en tout cas n'étaient pas ou ne sont pas désignés de modernes. Et Internet aujourd'hui fait partie des supports justement de cette transmission. Merci Nassima pour ce riche échange. Merci Mohamed pour tes connaissances. Maintenant, nous rencontrons Laura qui nous parle d'elle et de son voyage dans le Haut Atlas.
Je m'appelle Laura, je suis présente sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. J'aime la randonnée, la course à pied et je partage ma passion sur Instagram et mon compte c'est 50 nuances de trek. Pourquoi avoir choisi de partir au Maroc ? Donc j'ai choisi le Maroc parce que j'avais déjà réalisé le Marathon des Sables en avril 2022. J'étais déjà allée au Maroc pour faire aussi un stage de course à pied en 2020. Et ces expériences étaient vraiment dans l'intensité, dans la course, dans le dépassement de soi. Mais j'avais pas eu le temps en fait de m'immerger dans la culture locale. Et quand on fait des courses dans le désert, on voit les montagnes mais vraiment au loin. Et quand j'ai fait ces événements, je me suis dit mais il faut que je revienne parce que là je suis en train de passer à côté des richesses du Maroc. Moi je suis dans un effort sportif, on est dans le désert, on est entre nous, entre participants, mais on découvre pas grand chose du Maroc. Les seules fois où on est allé visiter, c'est quand on repartait en avion à Ouarzazate. Et j'avais vraiment un manque du Maroc et ça avait tellement fait des bonnes impressions en moi que je savais que je voulais y retourner. C'est un voyage que j'avais remarqué depuis très longtemps. J'ignorais que c'était possible de traverser l'Atlas. Je me suis intéressée notamment à cette traversée plus précisément. Je vous ai dit, j'avais le souhait d'aller au Maroc, j'avais le souhait de faire l'Atlas, mais j'avais le souhait de faire une aventure longue parce que l'année d'avant, j'avais fait la grande traversée des Alpes. J'avais marché pendant 32 jours avec ma tante. J'avais l'impression qu'un voyage de 7 jours ou 10 jours allait être insuffisant pour m'immerger. En 2023, septembre 2023 à Menton, je finis mes 660 km de marche solo et je sais que j'ai besoin de refaire une aventure longue. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai besoin de faire une aventure avec un groupe, une aventure encadrée, une aventure où j'aurai pas la charge de l'organisation, puisque quand j'ai fait la grande traversée des Alpes, j'ai trouvé ça mais tellement difficile, trouver où tu vas dormir, trouver où tu vas manger, gérer ton itinéraire, que tu manques parfois de repos, que tu manques parfois de contemplation et tu manques de lâcher prise dans ton voyage parce que t'es tout le temps à l'organisation de tout. Et c'est pour ça que je m'étais dit, la prochaine fois que je fais une aventure, ce sera une aventure clé en main, faite par des professionnels qui connaissent le secteur. Je veux une aventure longue. Je savais que je voulais retourner au Maroc. Pour moi, ça a fait tilt. Ce serait la grande traversée de l'Atlas marocain. Tu es parti en train. Comment as-tu vécu ton arrivée au Maroc ? C'est un voyage qui met minimum 3 jours dans mon cas. Et j'arrive à Algeciras, c'est la dernière ville au bas de l'Espagne. Je dors là-bas parce que j'arrive à 1h du matin. C'est le port de Algeciras où il y a beaucoup de gens qui prennent déjà le bateau. Et moi, en fait, je vais prendre un ferry à Tarifa. Donc je prends un bus depuis Algeciras. On est déjà 3e jour. Première nuit, je dors à Barcelone. 2e nuit, je dors à Algeciras. 3e jour, très très tôt, à 6h du matin, je prends un bus pour Tarifa. Je traverse le canal de Suez. Ça, c'est très impressionnant quand tu vois au loin la terre et tu réalises vraiment le chemin parcouru à la différence de l'avion. Et là, j'arrive à Tanger. J'ai beaucoup aimé l'arrivée à Tanger. J'avais entendu parler de cette ville, je l'avais jamais visitée. Et je prends le temps de rejoindre la gare de Tanger à pied. Donc je fais 4-5 km dans la ville. Très très belle ville, en bord de mer. J'essaie de rentrer dans les petites rues, j'aime beaucoup. Mais j'ai assez peu de temps. J'arrive à la gare de Tanger, gare refaite à neuf, magnifique, sublime, une gare qui m'a scotché. Et je découvre les TGV marocains. Et je vais faire Tanger-Casablanca, Casablanca-Marrakech. Et les trains vont être à l'heure. Je découvre ce que c'est un train à l'heure. Le stress s'envole un petit peu et je vais pouvoir aller à Marrakech sans encombre. Le TGV est très bien, les Marocains sont très sympas, ils renseignent dans les gares si t'as des questions. Et j'arrive enfin à Marrakech, au bout de 3 jours de voyage. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ce trek à travers le Haut Atlas ? Alors ce trek, c'est vraiment une aventure hyper complète. Ce qui m'a marqué, c'est que tu réalises 2 ascensions à plus de 4000 mètres d'altitude. Dès le 3e jour, tu fais le Mgoun. Et avant-dernier jour, tu fais le Toubkal. À côté de ça, ce qui est très marquant, c'est que tu croises aucune ville, pas de civilisation, pas de touristes. Notre guide Atalante nous a expliqué qu'on était environ 30 groupes seulement par an à faire la traversée complète de l'Atlas marocain, enfin du Haut Atlas marocain. Il y a l'Atlas complet, mais c'est pas très réalisable. Il y a vraiment des zones où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de quoi faire un campement. Ça manque d'endroits pour avoir de la nourriture. Donc les gens qui entreprennent la traversée de l'Atlas, c'est en réalité le Haut Atlas marocain. Et c'est 300 km avec 15 000 mètres de dénivelé positif cumulé. Et donc ce qui me marque, c'est la longueur de la traversée, l'immersion totale. C'est vraiment très sauvage. C'est pas du tout touristique. C'est pas le Maroc qu'on voit dans les documentaires, dans les fascicules et qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est une aventure sans réseau. Surtout que tu dors en tente une grande partie de l'aventure. T'as que 2 ou 3 nuits qui sont en gîte.
Donc tu dois aussi gérer ton absence d'électricité. Ce que j'ai adoré, c'est le soutien de l'équipe, alors que ce soit l'équipe marocaine sur place, le guide, les cuisiniers, les muletiers qui sont présents pour t'aider à réaliser ton défi, et les autres participants. Et ça m'a surpris parce que j'étais persuadée qu'au Maroc, tout était déjà fait pour les touristes, alors que pas du tout. As-tu une anecdote de ton voyage à partager avec nous ? Je pense à Alassane, le cuisinier, qui m'avait donné une petite tasse dorée, à serrer très fort et à frotter contre moi dès que j'avais peur de l'orage pour que ça passe. Il m'avait dit que c'était un gris-gris et grâce à cette tasse, l'orage allait passer. En plus, il l'a sorti, mais au bout de 15 jours de voyage. Je me suis dit, mais il l'avait où ? Il l'avait depuis le début. C'était vraiment une tasse propre, neuve, dorée, avec des inscriptions et tout. Une tasse un peu à l'ancienne, avec une petite anse, des inscriptions que je comprenais pas. Je me suis dit, waouh, on dirait vraiment un trésor. Es-tu contente d'être partie en petit groupe avec un guide ? J'ai beaucoup aimé le groupe et pour vous dire, honnêtement, quand je suis partie de Marrakech, à la fin des 3 semaines, quand on a eu fini notre traversée de l'Atlas, on est rentré à Marrakech, on a fait une dernière soirée, on a tous mangé les uns avec les autres, avec le guide, avec le cuisinier, avec l'ensemble des participants. On n'arrivait pas à se quitter avec les participants, on allait reboire un thé autour de l'hôtel, on a rediscuté jusqu'à minuit alors que j'avais un train le lendemain à 6h. Et j'ai un peu pleuré en partant parce que j'avais été tellement bien dans cette bulle avec eux que ça m'a vraiment fait un coup de reprendre ma vie sans eux, quoi. Franchement, c'est 0 regret, je n'aurais pas pu le faire seule, ça c'est sûr et certain. Déjà, trop de difficultés à trouver de l'eau, parce que des fois l'eau, ils nous la filtraient, on n'avait pas besoin de le faire. Trop de difficultés de se ravitailler, puisque les magasins n'existent pas. Quand t'as besoin d'acheter à manger, tu dois aller chez quelqu'un, qui t'emmène chez quelqu'un, qui t'emmène chez quelqu'un. Il n'y a pas de magasin vraiment nulle part. Moi, c'est un mystère. Comment on a fait pour manger si équilibré alors qu'on voyait pas de magasin ? Et seul, franchement, il faut des ressources mentales hyper importantes. Merci Laura. Nous terminons avec notre dernière invitée. Bonjour Zina. Donc je suis Zina, je suis marocaine, mais aussi française. J'ai vraiment une double culture de ce point de vue. J'ai vécu dans les 2 pays. J'ai grandi au Québec, en fait, avant même de rentrer au Maroc. J'ai passé ma petite enfance au Québec et puis je suis retournée au Maroc toute petite, où j'ai vécu jusqu'à la fin de l'adolescence. Et j'ai, à 17 ans, décidé de partir vivre en France, où j'ai passé 10 ans de ma vie à étudier, travailler, et voilà, jusqu'au jour où j'ai décidé de retourner au Maroc encore, en 2010, pour continuer ma carrière. Je travaillais dans l'audit financier dans un grand groupe à Paris, et j'ai rejoint en fait le groupe Intrépide, et je les ai rejoints en 2010 au Maroc en tant que directrice financière, où ils ouvraient leur toute nouvelle DMC, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, Destination Management Company, c'était notre agence locale. Comment présenterais-tu le Maroc ? C'est une culture qui est très accueillante, très diverse. C'est un pays qui est historiquement très riche, qui a eu beaucoup de mouvements de population. C'est aussi une grande richesse d'un point de vue religieux. On avait les 3 grandes religions monothéistes qui ont cohabité avec paix pendant beaucoup d'années au Maroc, et ça, je trouve ça très beau dans le contexte actuel. C'est aussi un pays où la culture gastronomique, elle est très diversifiée. D'une ville à l'autre, on peut manger des choses complètement différentes, et je peux vous assurer que quand on vient de, je sais pas, par exemple, de Marrakech et qu'on connaît pas très bien Fès, on découvre des choses à Fès qui sont complètement propres à la ville de Fès. Des langues aussi qui sont différentes. Si je veux continuer sur la culture, on parle arabe, mais on parle amazigh, et on parle différents dialectes dans la région du Nord. Et puis il y a le français qui est de l'époque postcoloniale. Puis il y a aussi l'espagnol au nord du Maroc. Donc c'est vraiment un pays où les gens parlent beaucoup de langues. Comment le tourisme contribue à la conservation du patrimoine marocain ? Beaucoup de projets, des héritages qui soient matériels ou immatériels, n'existeraient pas sans le tourisme. Le fait de pouvoir rendre visite à des projets, voir des artisans, acheter des choses chez des artisans qui existent et qui font leurs produits de la même manière depuis des centaines d'années, le fait de pouvoir contribuer à cette activité de façon économique, en fait, c'est ce qui permet de la faire survivre. Est-ce qu'il y a des initiatives locales qui servent de levier pour l'économie et les communautés ? Moi, j'aime beaucoup les initiatives souvent charitables, qui ne sont pas forcément dans le secteur du privé, mais où il y a une vraie connexion entre les flux de voyage et l'opportunité que ces flux de voyageurs peuvent apporter avec une cause sociale ou environnementale ou peu importe. Par exemple, à Marrakech, on a cette association qui s'appelle Amal, qui en fait aide des femmes de la rue, des femmes qui sont complètement
désavantagés, qui ont eu peut-être des enfants hors la loi, comme on les appelle au Maroc, hors mariage, ou qui ont des problèmes financiers très importants, perdu leur mari, sont veuves, n'ont jamais travaillé, ne sont pas éduquées. Et en fait, ils les aident à s'intégrer à la société par leur donner des formations gratuites dans un centre de restauration qui les aide ensuite à être placés dans des restaurants, même dans le restaurant de l'association Amel, qui a 2 maintenant restaurants, et qui les aide en fait à trouver une place dans la société. Et en fait, ce que fait cette association, que je trouve merveilleux dans le monde du tourisme, c'est que elle ouvre ces produits qu'elle crée en fait, que ce soit les restaurants, ils font aussi des cooking classes, des cours de cuisine et des choses comme ça, aux touristes qui seraient intéressés d'apprendre et de découvrir la gastronomie marocaine, mais en le faisant avec un impact positif. On mange bien dans ces restaurants, on y va en tant que client sans savoir que c'est une bonne cause, on irait quand même. Et c'est drôle parce qu'en 2019, juste avant la pandémie, ils étaient numéro 1 de TripAdvisor. Et du coup, qu'est-ce que ces initiatives mettent en avant ? La gastronomie fait partie des choses que le Maroc peut offrir et offre au tourisme comme un avantage de la destination. C'est pas toutes les destinations qui ont une belle gastronomie qui soient riches. Et en même temps, c'est la chose que les femmes maîtrisent le mieux dans ce pays aussi. Et souvent, les femmes qui sont à la maison, qui travaillent pas, qui n'ont pas de revenus et qui n'ont pas les bénéfices de ce que le tourisme peut apporter. Et donc, en fait, lier les deux, et c'est ce que font ces associations, je trouve que c'est vraiment merveilleux parce que ça crée cet impact très positif. Pour toi, qu'est-ce qu'un tourisme responsable au Maroc ? Un tourisme responsable au Maroc ou ailleurs, c'est un tourisme qui met les populations locales au cœur de leurs produits. Une destination ne peut être durable et responsable que si elle l'est pour les habitants de cette destination. Et quand on peut cohabiter, quand on ne dérange pas, quand on peut vraiment créer de la valeur, utiliser les transports publics quand c'est permis, quand c'est possible, dormir dans des logements aussi locaux le plus possible. Et nous, on pense que aussi le tourisme est un véhicule de tolérance. Et surtout dans un monde où il y a beaucoup de divisions, pouvoir utiliser cette force qu'on a pour créer de la tolérance, je pense que ça aussi, c'est du voyage responsable. Et qu'est-ce qu'apporte une agence de voyage aux voyageurs et à la destination ? On imagine que le Maroc, c'est Marrakech, mais le Maroc, c'est bien plus que Marrakech. Et donc, notre idée du voyage responsable au Maroc, c'est de prendre les voyageurs et de les envoyer vraiment dans tous les coins du pays pour qu'ils découvrent toutes les cultures. Mais une fois qu'il arrive dans la destination, ce qu'il retient le plus, c'est le stop qu'il a fait dans un village inconnu, qu'il n'aurait jamais pensé à réserver par lui-même, les personnes qu'ils ont rencontrées ou qu'il a rencontrées sur la route, ce qu'il a appris d'une certaine interaction. Si tu étais mon guide, qu'est-ce que tu me dirais ? Je pense que je parlerai de la religion, de ma perspective, et surtout en tant que femme marocaine, pour essayer de casser un peu les clichés, pour donner une autre perspective, créer un peu de tolérance. Je pourrais aussi parler qu'est-ce qui diffère quand on est dans une région rurale versus dans une grande ville, parce que je sais que dans les grandes villes, on est beaucoup plus à l'aise avec la façon de s'habiller. Les femmes, en général, sont beaucoup plus avancées dans leur carrière et économiquement parlant, etc. Donc on peut vraiment voir des similarités avec les grandes villes européennes, etc. en termes de comment s'habiller. Maintenant, quand on va dans les régions rurales, dans certains coins qui sont un peu plus conservateurs, peut-être que pour ne pas choquer, pour respecter, il faudrait se couvrir un petit peu les épaules, juste pour ne pas forcément venir en short trop court. Et voilà, c'est des choses que j'applique à moi-même quand je voyage. Et j'essaie de me renseigner à l'avance pour savoir comment agir, comment m'habiller, comment interagir. Et il y a des choses aussi qu'on ne peut pas savoir tant qu'on ne le sait pas, tant qu'on ne nous l'a pas dit. Par exemple, ne pas prendre en photo des enfants. Surtout pas sans la permission des parents. Ça, c'est des choses qui, des fois, ou ne pas toucher des animaux dans la nature, surtout les animaux sauvages. Attention, leur pas donner à manger. Alors je retiens toutes ces informations pour mon prochain voyage au Maroc. Merci beaucoup Zina pour cet échange. Nous espérons que cet épisode aura su vous faire voyager au Maroc. Pour le prochain épisode, nous partons à la découverte d'un pays où l'on peut marcher sur la neige le matin et croiser des lions l'après-midi. N'hésitez pas à nous partager vos idées sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouveau rendez-vous du Café des Voyageurs.